Bonjour, on est vendredi 13 janvier. Alors je parle souvent de mes vidéos d'hôtel faites dans des chambres d'hôtel en les appelant acrobatiques. Alors celle-ci l'est tout particulièrement. C'est la seule manière que j'ai trouvé d'avoir un peu de lumière sur le visage. Alors je vais faire vite, je vais me contenter de parler de la soirée d'hier. Donc je suis à Lyon, je suis toujours à Lyon, on était à Lyon hier soir pour un débat avec Nicolas Bavrez et Sophie Banich sur le thème du peuple qui agit, révolte, révolution, réforme. Alors il y a eu un très long débat, on nous a obligés de parler très peu au départ, si bien que quand vous verrez la vidéo, vous allez voir que je me suis levé parce que j'étais interrompu au plein milieu de mon exposé. 7 minutes, il est très difficile de dire quelque chose, de faire un véritable exposé sur 7 minutes, j'avais dû dépasser. Mais il fallait que je conclue. On ne peut pas comme ça s'arrêter au milieu de son argument et qu'on considère que quelqu'un considère quelque part que ça suffit. Il y avait une petite démonstration, il fallait la faire. Enfin, on m'a rappelé et puis j'ai terminé ça. Puis le débat avec la salle a été intéressant. Le débat entre nous, surtout entre les trois intervenants, a été, tendu, un peu tendu. Alors la question se pose quand on organise un débat sur la possibilité des révolutions. S'il y a un des intervenants qui n'y croit pas du tout, qui ne prend pas, je dirais, la question au sérieux, c'est difficile. Parce qu'à ce moment-là, comme dans ce cas-ci, il y a deux intervenants qui vont dans le même sens, et puis un autre qui parle d'autre chose. La question n'est pas de savoir s'il connaît son sujet, il connaît les chiffres, il sait ce qui s'est passé, mais il y a des mélanges, je vais dire, il y a des amalgames qui sont un petit peu, qui produisent des huées dans la salle. Dire que c'est le même peuple allemand qui est spartakiste en 1917 et qui redevient aussitôt nazi quelques années plus tard, ça produit des remous dans l'assistance. Alors ou bien on prend cette question historique au sérieux, le fait que les gens puissent se révolter et ce qui se passe dans ces cas-là, ou bien on ne la prend pas au sérieux et dans ce cas-là peut-être il faut pas accepter d'intervenir dans des débats où on apparaît comme faisant barrage pour l'ensemble de l'auditoire qui se trouve à ce moment-là et pour les autres intervenants. Alors moi j'ai fait un exposé, mon petit exposé était un exposé qui se situait dans une ligne, je dirais, comme je fais quelquefois maintenant, d'un point de vue d'anthropologue, par rapport aux institutions, comment les hommes vivent-ils leurs institutions, qu'est-ce qui fait qu'à certains moments les gens éclatent, qu'ils se rebellent, qu'ils se révoltent. C'est à ça que je me suis intéressé. Alors j'ai repris un thème que vous connaissez, que j'explique assez souvent ici, là sur la machine à concentrer l'argent et à concentrer le pouvoir, sa logique qui est une logique du crédit, qui fait qu'il n'y a pas assez d'argent et distribué aux salariés. Et j'ai repris un chiffre que j'ai trouvé dans un article que j'ai lu l'autre jour de monsieur Joseph Stiglitz. L'article, la donnée ne vient pas de lui, elle vient de ses collègues, mais il la cite. C'est le fait que dans les années qui ont conduit à la crise aux États-Unis, je dirais donc les années 2000-2006, les ménages américains ont dépensé chaque année 110% de leurs revenus. Alors, le chiffre qu'il cite s'applique aux 80% les moins riches de la société. Ces 80% les moins riches de la société américaine dépensaient 110% de leurs revenus chaque année. Alors, comment pouvaient-ils le faire? Eh bien, les 10% supplémentaires s'alimentaient dans la bulle de l'immobilier. Et si vous avez lu mes ouvrages où j'explique cette mécanique, cette dynamique un peu complexe, c'est par des refinancements successifs de leurs prêts hypothécaires que les gens pouvaient comme cela tirer de l'argent qui était pris dans les murs de leur habitation et ajouter ainsi à leur richesse effective. Plus bien entendu le crédit obtenu par d'autres moyens, mais au moment où la bulle évidemment éclate, ces 10% supplémentaires disparaissent et on se trouve
dans des situations où une grande partie de la population est simplement dans l'incapacité de rembourser les emprunts qui ont été faits. Autre aspect, bien sûr, pouvoir d'achat insuffisant dans la population par rapport aux usines qui produisent des marchandises et résultat, une grande partie des capitaux ne peuvent pas aller financer, se placer, investir dans la production et vont se promener sur les marchés où ils produisent la spéculation, c'est-à-dire un dérèglement maximum de la formation des prix. Les prix sont poussés à la hausse et sont poussés à la baisse simplement pour obtenir des tendances qui permettent à l'acheteur de revendre plus cher. Alors, quand j'ai parlé de la révolution comme étant le seul moyen de résoudre ce type de situation, à part les guerres qui accidentellement, en détruisant la propriété, permettent une réhomogénéisation par un nivellement par le bas des situations. À ce moment-là, Sophie Vanish m'a dit a fait remarquer qu'il existait quelques rares cas historiques où les privilégiés décidaient de renoncer à leurs privilèges pour sauver la société de la guerre civile. Et les cas ne sont pas nombreux, en fait il m'avait à moi échappé. Elle a cité un cas en Grèce ancienne, en Grèce antique, que je devrais aller voir, bien me documenter, où elle a mentionné qu'effectivement les dirigeants avaient proposé une solution qui permettait de redistribuer la richesse. Elle a ajouté qu'il avait fallu 100 ans pour que la mesure soit véritablement appliquée, mais donc il n'est pas vrai qu'il n'existe pas d'alternative à la révolution pour relancer la machine économique qui est grippée par une concentration excessive de la richesse. Il y a quelques cas historiques qui seraient intéressants d'aller examiner. Alors Sophie Vanish, si vous n'avez pas lu son livre, il s'appelle La longue patience du peuple, 1792, naissance de la République, allez le lire sans tarder, c'est un livre très très intéressant. Dans une période comme celle où nous sommes, il est important d'aller voir ce cas expérimental, historique, où des situations comme celle dans laquelle nous nous trouvons ont été résolues, et pas nécessairement, je dirais, de la meilleure manière possible. Il y a des erreurs qui ont été commises, il y a des erreurs sanglantes qui ont été commises durant la Révolution française, mais il y a là un laboratoire d'événements bien documenté pour nous. Nous savons exactement ce qui s'est passé. Il faut aller voir comment ça s'est passé, ce qui n'a pas marché, ce qui a dérapé, les erreurs qui ont été faites. C'est très très important. Il faut qu'on lise le livre de Sophie Vanish dans les écoles, et pas seulement dans les écoles, parmi les lecteurs de blogs, sur l'Internet. Il faut qu'absolument tout le monde lise ce livre et comprenne ce type d'événements comme ils sont passés. Alors elle a écrit d'autres livres, bien entendu, sur la Révolution française. Il est important d'aller lire ces livres maintenant. Voilà, je termine là. Un exposé fait dans des conditions particulièrement acrobatiques. À la semaine prochaine.